taxing my patience. I just came here to defend. Donc aujourd'hui, on est content de vous accueillir pour ce premier workshop de l'année. C'est un workshop qui est organisé par 42 entrepreneurs en partenariat avec Crème de la Crème. Et aujourd'hui, on a Alice Leduc, qui est fondatrice de Mr Good Beer, qui vient nous présenter un workshop qui est très pratique. C'est un format court d'1 heure et c'est des infos très pratiques, même 45 minutes, voilà. Et c'est comment créer un modèle de revenu en 45 minutes, c'est le format du workshop. C'est Alice, elle est ingénieure, elle a étudié à Centrale, elle sait de quoi elle parle, donc on espère que ça va vous plaire. Et voilà, je lui laisse la parole pour présenter ça. Merci beaucoup. Bon, bonjour à... Vous m'entendez? Ouais. Bonjour à tous. Donc là, je viens vous parler de construire un modèle de revenu. Donc comme il a dit, je suis un ingénieur, je déteste le commerce, je suis nulle en gestion, donc on va faire des choses simples et pratiques. Et le but, c'est de l'être. Là, je viens vous parler avec l'expérience du lancement de notre boîte qui a 1 an maintenant. Et le but, c'est de faire des choses qui vont vraiment vous servir et pas d'aller bullshiter sur les choses que fera votre expert comptable un jour, peut-être, si vous en avez un. Donc, pourquoi un modèle de revenu? Ah non, ça c'est moi. Voilà, je suis cofondatrice de Mr Good Beer. On est l'appli qui vous permet de trouver les pintes les moins chères autour de vous. Voilà, c'est bête et méchant. Donc pourquoi un modèle de revenu? Parce que quoi qu'il arrive, si vous voulez faire une entreprise, une start-up de près ou de loin, vous allez avoir besoin d'entrée d'argent. Parfois, il faut se forcer un petit peu pour assumer qu'il va falloir chercher des sous et c'est pas forcément dans notre nature, mais c'est nécessaire. Même si vous allez faire une ONG, un truc très charitable, ça c'est les sources de WWF. Bon, WWF, c'est comme tout le monde, ils ont besoin de faire rentrer des thunes, le truc à droite, et après ils en dépensent. Et vous voyez un truc assez intéressant, c'est que 10% de leurs dépenses, c'est pour faire rentrer des thunes. Ça, c'est le marketing pour faire lever des fonds. C'est un petit exemple à la con pour vous dire que quelles que soient vos intentions charitables, à la fin, il faudra toujours faire le petit exercice qu'on va faire aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions, levez la main, il y a un micro quelque part, allez-y, interrompez-moi, il n'y a pas de problème. Alors, en général, quand on a un super projet d'entreprise, on n'a pas tout de suite envie d'aller créer son modèle de revenu parce qu'on se dit qu'on va le faire plus tard, parce que pour l'instant, on n'a pas la moindre idée de ce à quoi ça va ressembler. Il vaut mieux commencer à bosser sur notre produit et on verra après. Gros danger. Dans mon école, on appelait ça le tunnel de prod. Le risque, c'est que vous passiez 6 mois à faire le plus beau produit du monde et que vous vous rendez compte qu'il y a 2 bonhommes qui vont l'acheter 1 000 € tous les ans et que du coup, vous n'arriverez pas à vous acheter des pâtes. Donc, autant le faire tout de suite, faire des ordres de grandeur simples pour avoir une idée de si votre truc est viable ou non. Deuxième écueil, je ne sais pas combien ça coûte de faire mon truc. Moi non plus, personne ne sait. Google est votre super pote et après, c'est une question de bon sens. On va parler d'addition et de multiplication et de rien de plus. On ne vous demande pas d'être précis au centime près quand vous faites ça. On vous demande de savoir un petit peu vers où vous allez et si vous avez quelque chose de cohérent. Et enfin, ça ne sera jamais juste. Si vous faites un modèle de revenu, parfois vous le faites aussi parce que vous allez essayer de participer à un concours de start-up ou peut-être même qu'un investisseur aimerait bien savoir un petit peu quelles sont vos courbes pour la suite. Une chose à savoir, c'est que dans 1 an, il ne va pas s'attendre à ce qu'on reprenne le même Excel et qu'on vérifie que ligne par ligne, vous avez rempli le deal financier que vous aviez promis. Personne ne le tient. Si c'est plus haut pour vous, tant mieux. Ce sera probablement plus bas. On s'en fout. Quand quelqu'un, un investisseur ou quelqu'un qui va évaluer pour un concours votre business model va le regarder, il va regarder plutôt quelle a été votre réflexion et si vous avez quelque chose de cohérent. C'est le seul but de cet exercice. Quand vous aurez une boîte qui a 10 ans et que vous devrez montrer des chiffres auxquels vous vous tiendrez, vous aurez d'autres personnes pour le faire à votre place. Aucun souci. Ce qu'il vous faut, Excel. Je suis une quiche en Excel, je ne sais pas faire de VBA. On est sur des choses, une fois de plus, très très simples. Un petit peu de Google, de temps en temps, ça fait du bien, et du bon sens, et c'est tout. Donc, le reste de l'atelier, ça va être un exemple sur une start-up que vous connaissez normalement à peu près tous, donc Foodora. Foodora qui vous livre de la nourriture commandée dans des restaurants. On voit à peu près tout ce qu'ils font. Pas d'inquiétude. Alors maintenant, je vais ouvrir un Excel. Désolée, c'est moins sexy, mais c'est plus que nécessaire. Hop, voilà. Alors, Foodora, et comme toutes les boîtes, ils ont des dépenses, des revenus et une trésorerie.
Donc la première question, la première chose que vous devez faire quand vous lancez votre modèle, c'est les postes de dépenses. C'est le plus compliqué. C'est savoir dans quoi vous allez mettre votre énergie, votre temps et vos thunes. Alors, quand je suis Foodora, dans quoi est-ce que je mets mon argent? Et c'est la communication, ouais. Alors plus précisément, c'est quoi tes dépenses en com? La pub, ouais. Alors, j'ai pub sur Facebook, j'ai marketing, ok, la pub sur Facebook et plus généralement la pub en ligne, c'est un gros poste de dépense en particulier chez eux. Ok, quoi d'autre? Le démarchage, quand tu parles du démarchage, c'est auprès de qui? Ouais. Ouais, absolument, les gens l'oublient souvent, mais t'as beau avoir des clients qui vont acheter ta bouffe, à la fin, si t'as pas de resto, tu sers pas à grand-chose, donc effectivement, et ça prend du temps. Parce que quand vous démarchez un resto, c'est pas juste ok, deal, on sert la paluche, c'est je vais faire des photos, d'écrire un menu, me mettre d'accord avec le bonhomme. C'est un processus qui peut prendre pas mal de temps. Ok, quoi d'autre? Ouais. Le transport, ouais, les coursiers? Ouais. Donc c'est des bonhommes à vélo. Donc là, ça va être bêtement des salaires. Ok. Ouais. Non, c'est de toi. Des vélos. Alors ouais. Pour info, dans mon Excel, je ne les ai pas pris en compte parce que la moitié des boîtes en fait te disent viens avec ton vélo. Mais effectivement, tu peux être un type généreux et proposer des vélos toi-même. Ouais. Si toi, BAP, ouais. Alors, tu as la technique en elle-même, enfin tes frais de serveur, etc. Et tu as aussi les devs qui sont derrière. Ça, a priori, vous n'alliez pas l'oublier. Les frais techniques, quand je vais en école de commerce, ils le mettent tout à la fin et c'est un petit truc. Et effectivement, en général, quand vous lancez votre boîte, vous payez peut-être 20 € par mois pour tout héberger et vous avez gagné. C'est vrai au début, il faut faire gaffe parfois. J'ai un pote qui avait lancé Pitput, qui est une espèce d'appli de messaging New Age pour les 12-17 ans. Top, super. Et puis à un moment, il a fait de la confirmation de numéro parce que c'était nécessaire. Son serveur SMS, en ce moment, il lui coûte 13 000 € par mois. Donc voilà, il a fallu qu'il lève des sous très vite et là il est plutôt en train de passer à 30 000, 40 000. Donc il faut savoir que c'est des frais à ne pas oublier après quelques mois de développement. Ok, il nous reste encore quelques dépenses. Ouais. Le loyer, absolument. Sur tes tout premiers mois, tu peux faire ça dans ton garage, mais il y a un moment où il va falloir héberger tes gens. Ouais. Les taxes, ouais. Alors les taxes, il va falloir les prendre en compte. Vous verrez dans mon modèle que j'en ai mis aucune. La raison derrière tout ça, c'est que je voulais faire un truc simple et qu'aucune boîte dans ces 3 premières années n'est morte parce qu'elle avait mal calculé ses taxes. Vous allez mourir pour plein de raisons, mais ce ne sera pas la TVA, quoi. Il reste d'autres choses. Ouais, alors les frais de création d'entreprise, ils existent. Au tout début, ça ne va pas te tuer non plus. Par exemple, nous, on l'a fait cette année, donc c'est encore frais. La boîte en elle-même, on a fait nos statuts maison. Ça nous a coûté 600 balles, plus 2 fois 200 balles pour déposer la marque. C'est relativement raisonnable et accessible pour tout un chacun. Ok, ouais. Frais bancaires, ouais. Pareil, ça fait partie des petits trucs, mais il faut le garder en tête. En général, au début, ils vont te faire du charme avec des frais pas très hauts et d'un coup, voilà. Donc, prendre, ouais. Alors, ton BFR, oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est le besoin en fonds de roulement. Donc, c'est combien de cash tu gardes de côté pour si tu n'as plus jamais de rentrée d'argent et qu'il faut continuer de payer tes charges, en gros. On considère que c'est 3 mois de charge qu'il faut garder en trésorerie. Je l'ai pas forcément modélisé ça. Là, il faut toujours l'avoir en tête que vous pouvez ne plus avoir de revenus et toujours devoir payer vos dettes. Pour autant, c'est un peu comme les taxes. Tu meurs plus facilement d'un problème de BFR, mais c'est pas parce que tu l'as même modélisé, c'est parce que tu t'es planté tout court. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc concrètement, il faut le garder en tête. Là, on le verra pas, mais effectivement, c'est un bon exercice de le faire. On parlera de trésorerie plus tard, ce sera là-dedans. On a payé nos devs, on a payé nos coursiers, et qui est-ce qu'on n'a pas encore payé? Pardon? L'administratif. Ouais, les devs. L'expert comptable. Alors ouais, il y a l'expert comptable, ouais. Tiens, vous pensez aux petits détails, hein, vous êtes vicieux. Ouais. L'assurance, ouais, l'assurance, YOLO. Les créas, les tickets resto, on a juste oublié de se payer, bon peut-être soi-même, mais aussi nos marketing et nos commerciaux. Ces gens-là aussi ont besoin de se nourrir.
Donc voilà, n'oubliez pas que vos frais de RH, c'est tout ce monde-là et pas juste vos devs, même si c'est ceux qu'on a le plus en tête et qu'au début, on peut essayer d'être associé et de ne pas se rémunérer. Moi, je ne me rémunère pas, mais il y a un moment où je l'ai quand même mis dans mon Excel. On ne peut pas faire ça bénévolement toute sa vie. Ok, alors, je vous l'ai foutu en blanc là pour qu'on réfléchisse ensemble. Mais concrètement, le tableau tel que je l'ai fait, là, vous voyez 12 mois. Et c'est exactement ce qu'on a dit. Donc, j'ai mis des colonnes et des chiffres. Donc là, vous voyez des RH, ce que j'appelle internes, donc les gens qui bossent vraiment chez vous, et les externes qui sont en l'occurrence vos coursiers. Les chiffres là, j'ai estimé au pifomètre le nombre de bonhommes qu'il me fallait. Donc en gros, cette page de l'Excel, c'est les trucs sur lesquels vous allez jouer. Il y a 2 pages sur lesquelles vous allez jouer, le reste c'est que de la modélisation et vous y touchez pas. Vous pouvez changer ce que vous avez mis là, donc vos postes de dépenses. Ici, c'est vos postes de dépenses en marketing. Je vous expliquerai d'où vient le 17 500 après. Donc j'ai mis du parrainage. On parlait de marketing. Foodora, vous avez peut-être déjà utilisé. Il y a parraine ton pote et vous avez chacun 10 ou 20 euros de bouffe. Donc ça a un coût. Quand vous faites gagner à votre pote 10 euros et que vous gagnez 10 euros aussi, Foodora, ils ont perdu 20 euros dans l'histoire. Donc tout ça, c'est pas juste un joli truc sur une app, c'est un vrai coût qu'il faut prendre en compte dès le début et qui peut être parmi les choses qui vous coûteront le plus cher au début. J'ai mis de la pub en ligne, donc ça inclut de l'AdWords, du Facebook ou quel que soit votre moyen. Donc là, j'ai mis un budget au pifomètre, on pourra jouer dessus plus tard et voir comment ça marche. J'ai mis de la prospection de resto. 50, c'est un chiffre arbitraire. En fait, là, j'inclus mes postes de dépenses et on va les chiffrer à l'étape d'après. Donc là, j'ai dit qu'on allait prospecter 50 restos par mois. Est-ce que c'est bon ou pas? À nous d'aller faire les ordres de grandeur derrière. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis de la visibilité? Alors la visibilité, c'est genre ce qui fait que d'un coup, vous êtes hyper connu. C'est par exemple les pubs dans le métro. Est-ce que vous avez une idée de combien ça coûte des pubs de métro? Cher, ouais. Alors, en général, ils ne fonctionnent pas forcément au mètre carré parce qu'ils ne vendent pas. Ouais, alors 10 000 euros, c'est un ordre de grandeur. En pratique, en fait, ils te le vendent sur 7 jours. Ils ont des formules, tu peux regarder sur le site de la RATP, ils t'expliquent ça très bien. Tu as des formules, si tu veux, les beaux quartiers, les quartiers jeunes, les machins, si tu veux plutôt les couloirs ou alors les quais en eux-mêmes. Une semaine sur les quais en étant pas hyper bien exposé, c'est 70 000 balles. Si vous vous en sortez bien. Voilà, ça vous donne une idée. Sachant que la pub offline comme ça, c'est très ingrat parce que les gens sont dans le métro, ils n'ont pas de réseau, ils vont pas pouvoir télécharger votre app, ils vont se souvenir de votre pub, mais pas de votre nom. Donc à la fin, en fait, la rétention, elle est faible, ça vous permet juste de commencer à rentrer dans la tête des gens qui ne vous connaissaient pas avant. Voilà, c'est le genre de coûts qui sont très importants et très ingrats parce qu'ils ne vous rapportent pas tant que ça, en tout cas au début. On a fait les postes de dépenses et je vais accélérer si je veux qu'on s'en sorte. Une fois qu'on a fait ça, j'arrive à la feuille charge. Charge, c'est tout con, c'est les postes de dépenses multipliés par combien ça coûte. Donc là, il n'y a vraiment pas besoin de réfléchir. Concrètement, j'ai fait ici, par exemple, hop, voilà, j'ai fait 5 devs fois 2000 euros, qui est le salaire que j'ai mis sur les devs. Je suis peut-être naïve ou très généreuse, je ne sais pas. C'est juste un ordre de grandeur. Concrètement, en fait, pour faire ce modèle, ce que je vous recommande hautement, c'est de mettre toutes vos références à un endroit. Comme ça, vous êtes tranquille, vous jouez dessus et le reste ne bouge pas. Donc là, par exemple, j'ai mis le coût de mon dev. On pourra le bouger plus tard si on veut être plus généreux ou pas. Et du coup, en fait, cette page, vous avez écrit vos formules et vous devez rien toucher derrière. Donc voilà, j'ai juste fait des multiplications partout. Rien de palpitant. Oui. Pareil, les impôts, YOLO. Donc là, j'ai mis je suis partie du principe que mes salaires étaient chargés et que je payais pas d'impôts parce que de toutes les manières, tu le verras, on va pas gagner beaucoup d'argent. On peut. L'étape d'après, c'est de modéliser ça. Donc ouais. Les charges sociales et tout ça, concrètement, tu peux te dire que tu pars du principe que tu as tout payé et au final, tu les paieras tous les trimestres. Et du coup, tu gardes une cagnotte de côté qui va remplir ce que tu devras payer. Moi, ma recommandation sur les premières années, c'est de partir du principe que tu t'alloues un budget chargé, on va dire. Tu fais le virement non chargé classique que tu dois à ton employé. Et un jour, tu recevras un joli courrier de l'URSSAF qui te demandera tes charges et t'enverra. Et puis voilà. Donc, pas à s'inquiéter avant d'avoir un expert comptable qui fera ça très bien pour toi.
Donc voilà, après, donc on a fait ça, on a besoin de savoir qui sont nos clients. Notamment, je vous ai un peu bullshité ici, je vous ai mis un 17 500 qui sort un peu de mon cul. Concrètement, j'ai juste sorti ça en me disant, bon, bah, j'ai combien de clients et du coup, combien de clients vont utiliser le parrainage. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc mes clients, je suis partie du principe que j'en avais déjà beaucoup au début. Donc on est sur un modèle où en fait j'ai déjà un petit peu créé ma boîte pour éviter de faire les trucs du début qui sont pas palpitants. Mais vous voyez sur ce modèle que concrètement, j'ai des nouveaux clients, des anciens clients et tous mes clients. Donc au mois 1, c'est facile, j'ai mon truc qui est tout fait. Comment est-ce que vous calculez vos nouveaux clients au mois 2? Comment? Ouais, tu fais la somme de quoi? Ah non, là c'était nouveau, genre c'est ceux que tu as acquis. Enfin, en fait, ton total client, c'est la somme de ces deux-là. Mais celui-là, tu le calcules comment? Alors, wow. J'ai un objectif de vente en pourcentage. Alors, c'est un truc que je recommande pas du tout. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles un objectif? Concrètement, en fait, ce que je veux vous montrer dans tout ce modèle, c'est que se dire, les stats classiques, elles sont sur plus 15% en utilisateurs par mois, c'est hyper dangereux, parce que ça marche pas comme ça. Vos utilisateurs, ils viennent pas en se disant que we are the 15%. C'est plutôt vous qui allez ramer et qui allez peut-être créer cette acquisition. Donc, il faut plutôt réfléchir à comment je les ai engrainés plutôt que combien de pourcents je vais avoir à la fin. Ouais, exactement. En fait, j'ai fait une formule pas très sexy. Voilà, là, ça vous aide pas du tout. Concrètement, je me suis dit, ok, j'ai fait du parrainage, donc j'ai combien de pourcents de personnes qui vont répondre au parrainage et qui vont continuer d'utiliser mon application. On a fait de la pub en ligne. Bon, bah, j'en ai combien avec tout le budget que j'ai mis qui vont effectivement être clients de mon app. J'ai du bouche à oreille, Dieu merci, normalement vous en avez au moins un petit peu. Les gens très sympas qui aiment tellement votre application ou votre site ou votre service ou quoi que ce soit, qui vont en parler à leurs copains. Ça marche pour quand vous vendez quelque chose au grand public, ça marche aussi, Dieu merci, quand vous parlez aux entreprises. Hein. Ils parlent entre eux et parfois ils vous aident à vous recommander auprès de même leurs concurrents. Donc concrètement, en fait, le petit calcul que j'ai fait là, c'est nombre de personnes qui viennent de la part du parrainage, plus nombre de personnes qui viennent de la part de la pub en ligne, plus le nombre de personnes qui viennent du bouche à oreille et de mes pubs dans le métro. Ouais, c'est hyper difficilement quantifiable. Ouais, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des chiffres à imaginer au début et après tu vas te servir de tes propres stats des mois précédents pour l'estimer. Concrètement, la pub en ligne, est-ce que vous avez une idée du taux de conversion finale d'une pub sur Facebook pour un truc comme Foodora? Conversion finale, c'est un type qui a cliqué sur votre pub, qui est allé sur le store et qui a téléchargé et utilisé au moins une fois votre application. Ouais. Alors, c'est plutôt dans les 1%, mais en fait, je voulais plutôt penser le coût. Enfin, en fait, combien ça vous coûte d'avoir un bonhomme? C'est plutôt comme ça qu'il faut réfléchir. En fait. Enfin, vous faites, ok, il y a 1% qui va cliquer sur ma pub et dans ces bonhommes-là, il y en a 10% qui vont effectivement chercher mon truc. Mais à la fin, en fait, on fonctionne en coût d'acquisition. J'ai 1 euro ici, 5 euros, 70, 100. Alors, waouh! Mettez-vous d'accord? Alors, j'ai mis 20, qui est la norme, disons, le chiffre un peu classique de ces startups sur la food. Une fois de plus, à nous d'être bons. Hein, plus votre pub est fantastique et votre produit est cool, plus ce prix va baisser. Moins bien vous ciblez et plus votre pub est nulle, plus ça va monter. Mais partons sur 20, donc c'est cher. Donc ça veut dire que le bonhomme vous a coûté 20 balles. Il va falloir qu'il vous en rapporte plus que ça pour que votre business puisse tourner. Voilà, et après j'ai défini un taux de bouche à oreille, c'est un pourcentage de bonhommes qui vont vous en rajouter au prochain mois. Donc tout ça en fait, on le retrouve dans ici, dans les références fixes. Donc j'ai mis 50% de personnes qui vont effectivement être converties après un parrainage. Vous avez le droit de dire que c'est du bullshit et auquel cas on le changera plus tard. 40% de ces personnes-là qui vont continuer de l'utiliser après. Un taux de bouche à oreille qui est de 5%. Donc j'ai fait un petit calcul dans ma tête de combien de personnes effectivement réussissent à convertir leurs potes. Donc là, en fait, c'est le nerf de la guerre. Combien de clients vous avez réussi à acquérir? Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas tout gagné, puisque qui sont vos anciens clients? Vous voyez ici
que j'en avais 35 000 ici, et désolé, j'ai fait bouger, et j'en ai 21 000 là, il s'est passé quoi? Ouais, ils sont tous partis. Ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se cassent, même si vous avez le plus beau site du monde, parce que vous avez des concurrents et parce que les gens peuvent trouver ça marrant un jour, mais ils n'ont pas forcément un budget pour vous tous les mois. Donc, il y a un taux de départ d'un mois sur l'autre qui est plutôt haut. Moi, je crois que sur cette première étape, j'ai fixé à 40%, et honnêtement, c'est plutôt optimiste. Donc voilà, donc là en fait vous allez bêtement prendre 40% des bonhommes que vous avez là. Et donc vous voyez qu'on est en train de décroître. Alors je sais pas si au fond vous voyez bien les chiffres, et bon le détail des chiffres on s'en fout un peu, mais on a commencé à 35 000, on finit avec, bon là on est en octobre, mais moins de 3 000 bonhommes. C'est pas gagné notre histoire. Donc et on a dépensé genre 300 000 euros en marketing. Donc c'est pour vous donner une idée des ordres de grandeur. Ok, on a fait les clients. Maintenant, on va faire un truc beaucoup plus simple, c'est les revenus. Les revenus, en général, ça marche tout seul. Comment est-ce que j'ai calculé vos revenus? Ouais. Ouais, alors toi, tu gagnes pas tout le prix du repas moyen, hein. Ouais. En fait, concrètement, ce qu'annonce Foodora, c'est 2,50 € de frais de livraison. Donc moi, je me suis dit, allons-y, je vais faire 2,50 € fois le nombre de clients, et je suis partie du principe qu'ils utilisaient mon service 2 fois par mois. Une fois de plus, ça fait partie des paramètres sur lesquels on pourra jouer après. Donc voilà, et si je fais ça, j'ai des jolis revenus. Évidemment, comme mon nombre de clients décroît, ça décroît, hein, c'est pas glorieux. Et du coup, après, j'ai fait ma trésorerie. Moi, quand on m'a donné des cours, on m'a dit, pense à la trésorerie plus souvent qu'à ta mère. Et c'est vrai. Parce que même si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, il faut surtout que vous en dépensiez pas beaucoup plus. Vous avez un compte en banque et le jeu il est très simple avec le banquier. Vous passez en dessous de 0, game over. Même si dans 2 mois vous avez des perspectives incroyables, le banquier il s'en fout, il réfléchit pas comme ça. Vous êtes en dépôt de bilan, vous êtes en cessation de paiement, votre boîte ferme, vous êtes en redressement judiciaire et c'est foutu. Donc quoi qu'il arrive, il faut réfléchir à ma trésorerie doit être positive. Pas forcément mon résultat, mon chiffre d'affaires doit être incroyable, mais j'ai plus de 0 € sur mon compte en banque. C'est aussi pour ça, je fais une parenthèse rapide, que les startups commencent par bosser avec le privé, parce que éventuellement, vous allez avoir des retards de paiement de 2-3 mois maximum avec le secteur privé. Le public, le paiement, ça prend 3 ans. Et c'est pas 3 ans, c'est 3 ans vraiment, c'est 2 à 3 ans de paiement. Et du coup, faut que vous arriviez à soutenir vos propres charges pendant 3 ans sans rien gagner. C'est compliqué au début. Donc c'est pour ça que personne n'innove pour le public, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de nouvelles techniques dans les nouveaux hôpitaux. Donc, on a un joli tableau. Alors, ça fait un petit peu peur, mais concrètement, j'ai juste repris en fait ce que je déboursais dans mes charges. Je l'ai foutu là, j'ai fait un joli petit détail pour bien me rendre compte de ce qui pesait le plus, sans surprise le marketing. J'ai fait un bilan de trésorerie, j'étais très optimiste, on a commencé à 200 000 € dans le compte en banque. Donc on est parti, on avait 35 000 clients, on avait 200 000 €, ça commençait bien notre histoire. Et ça, c'est notre courbe de trésorerie. Ça, c'est moins 2,5 millions au bout d'un an. Donc ça ne va pas. Notre modèle, comment ? C'est exactement le modèle que tu dois suivre. Non, ouais. Absolument. Et c'est tout le but du truc, c'est de regarder en fait comment est-ce qu'on peut modéliser notre stratégie là-dedans et se poser les bonnes questions. Là, par exemple, on peut se dire soit je dépense trop, soit je gagne pas assez, probablement un peu des deux. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour redresser cette horrible courbe ? En fait, je vais vous donner un indice, c'est que je vous ai bullshité tout à l'heure sur les revenus. Je vous ai dit que c'était 2,50 € de frais de livraison. C'est ce qu'ils annoncent, mais ils n'ont pas que ça comme revenu. Donc ça, c'est typiquement la question que vous pouvez vous poser. Bon, je pensais faire ça et en fait, je ne gagne pas assez. Donc, l'autre manière qu'ils ont de gagner des sous, c'était un peu intuitif, ouais. Ouais, exactement. Ils font payer 30% de commission. Comment ? 60%, c'était un peu bâtard, honnêtement, mais... Ouais, mais voilà, maintenant, Foodora, les autres trucs de livraison, Deliveroo, c'est 30 à 40% de commission. Ouais. Ouais, t'as vendre sa data. Et faire de la pub, c'est-à-dire pour le resto en lui-même. Ouais. Ah, tu veux dire de la pub, genre un bandeau de pub ?
Alors, t'as une autre, c'est une autre stratégie, ouais. Concrètement, là, je suis restée sur le truc simple de commission plus frais de livraison, mais effectivement, c'est exactement le moment où tu peux te poser la question, est-ce que j'ai d'autres moyens de gagner de l'argent? Donc, la pub en bandeau, faut remarquer que sur toutes les grandes apps, il n'y en a pas du tout. Ils font de la pub native au final quand ils vous recommandent ce resto au-dessus d'un autre, c'est ça. Mais la pub en display tout court, ça fait une source de revenus qui arrive dès le début parce que c'est directement corrélé au nombre de personnes que vous avez. Mais en fait, vous faites partir plus de bonhommes parce qu'ils détestent la pub sur leur app. À long terme, si vous avez un business qui tourne que à ça, c'est plus les jeux en fait qui marchent comme ça. Mais les grosses apps n'en font pas. Donc voilà, ouais. Oui, et en fait, ils dépendent du nombre de clients que tu as. Et le nombre de clients que tu as, il dépend directement de tes dépenses marketing. Ah, bah, c'est le nerf de la guerre. Alors, je crois que à l'enregistrement, ils vont me taper parce que t'as pas de micro, mais ouais. Alors, je répète juste parce qu'il paraît qu'il faut parler dans le micro. La question est, on dépense beaucoup trop d'argent dans le marketing, il n'y a pas d'autres moyens beaucoup moins coûteux comme les gens qui ont aimé notre produit et qui reviennent. Alors si, c'est ce pourquoi tu te bats, c'est tous les clients qui viennent à peu près gratuitement parce que tu as fait un truc fantastique. Donc c'est concrètement, si tu veux le modéliser et revenir à cet Excel bassement matériel, c'est faire monter ton taux de bouche à oreille par exemple, ou réduire ton taux de désistement. Concrètement, c'est ce sur quoi tu vas bosser parce qu'effectivement, le marketing, ça coûte la peau du cul et tu dois tout faire pour être suffisamment bon pour que ça te coûte moins cher parce que les gens cliquent tout de suite sur ta pub parce qu'ils sont fans, parce que les gens en parlent vraiment à tous leurs potes parce que c'est hyper drôle. Pour plein de raisons, toi, ton but absolu, c'est de réussir à te faire de la com gratos ou presque. Donc ça passe par une app hyper user-friendly, ça passe par du parrainage, des trucs où tu tags tes potes et du coup ça marche un petit peu tout seul, ça marche par les relations presse aussi. Nous, par exemple, sur Mister Good Beer, on a la chance d'avoir un bon bouche à oreille parce que la pinte pas chère, c'est rigolo. Ça suffit pas. Mais tout de suite, quand on fait de la pub, on voit que les gens taguent leurs potes. Donc, quand on fait des petits sponsors, tout de suite, tag le mec avec qui tu voudrais prendre cette pinte qu'on va t'offrir ou des choses comme ça. Un truc qui nous a beaucoup aidé parce qu'on n'a vraiment pas un rond dans le marketing, ça a été la presse. Aussi parce qu'on a un sujet sexy. On a fait la carte de métro de la pinte pas chère. Concrètement, en fait, on avait déjà les données parce qu'on avait déjà assez de barres. C'était à la rentrée, peut-être que vous êtes passé dessus, mais concrètement, voilà, on avait les datas. Moi, j'ai passé 3 jours sur Photoshop sur la carte de métro pour ajouter tous les prix. C'était pas très intellectuellement satisfaisant, mais finalement, on a eu, c'est le 20 minutes qui nous a pris l'article. C'est parti très vite. J'ai téléphoné au bonhomme à 9h du matin. À 17h, on était sur le 20 minutes en ligne. Le lendemain, on était sur la version papier. On a eu Combini, le bonbon, etc. On ne s'attendait pas à en avoir autant, honnêtement. Et c'est juste que si tu arrives à faire un truc un peu viral, c'est banco parce que les gens sont cons et adorent taguer les potes. Et c'est génial. Les gens taguent leurs potes sur un article. Ils te font ta com gratos. Ça, c'est le bonheur. C'est le truc à faire. Si tu peux le faire, ça marche pas à tous les coups. Mais ouais. Alors le bonbon, en fait, en l'occurrence là, ça a été gratuit, mais effectivement, ils font payer. Eux, leur modèle, c'est de faire payer pour faire ta com. Avant, ils nous avaient contacté une fois pour voir justement s'ils pouvaient le faire, mais eux-mêmes font des articles par eux-mêmes parce que il faut qu'ils surfent aussi sur les trucs qui intéressent leurs clients. Mais voilà, c'est bon. Si vous arrivez à faire ça le plus souvent possible, nous, on se la raconte, mais on l'a fait qu'une fois, hein, et la plupart du temps, on rame comme tout le monde. Mais voilà, maintenant, le nerf de la guerre, c'est de réussir à avoir tous les moyens non gratuits. Mais malheureusement, à la fin, tu es quand même toujours réduit à faire des dépenses marketing. Ouais. Alors, je me suis pas posé la question, j'avais regardé une fois. J'ai envie de te répondre Google. Je sais pas tout de suite, mais à mon avis, ça doit être de l'ordre de 100 000 euros, 200 000 euros. Ouais, en plein match, j'ose pas imaginer. Le Super Bowl, c'est des millions. Hein. Ouais. Alors, 1 million pour une pub une fois par semaine sur TF1. Ouais, bon voilà, ça te donne l'ordre de grandeur. Et c'est pareil, la télé, c'est un gras. En fait, ça dépend de qui tu vises. Si tu vises la ménagère et que tu vends des yaourts, c'est parfait, c'est ce qu'il te faut.
Si tu as un truc, un minimum en ligne comme un site ou quelque chose, à la fin, il faut que la personne se souvienne de ton nom et taper sur ton ordi, etc. Le seul avantage de la pub en ligne, en fait, c'est que tu peux traquer facilement et du coup, c'est beaucoup plus facile de savoir combien tu as gagné avec ton truc. Ouais. Est-ce que les pubs AdSense qui sont assez expliquées pour garantir plus de revenus, est-ce que c'est un bon plan ou pas? Honnêtement, j'en sais rien, j'en ai jamais fait parce que mon budget total est de 0 € en ce moment. Donc voilà, j'ai pas testé, c'est une bonne question. Je pense que c'est comme tout, tu vois, tu mets 100 balles à droite, 100 balles à gauche, tu regardes ce qui mord le mieux pour toi et t'avances. Mais voilà, effectivement, à toi de cibler et te rendre compte ce qui marche le mieux. Nous, il y a beaucoup, enfin Facebook et Instagram marchent mieux en organique. Il y a d'autres boîtes qui marchent beaucoup mieux sur Google. Ça dépend vraiment de ton public. Donc j'aurais du mal à faire des généralités là-dessus. Je vais essayer de revenir rapidement sur le truc, sinon je vais être très en retard. Ouais, vas-y. C'est très magouilleux, c'est très compliqué en fait, ces histoires d'App Store. Normalement, ils ne te font pas payer pour le faire, c'est plutôt une question de connaître la bonne personne qui connaît la bonne personne. Je bosse avec des développeurs de jeux vidéo mobiles qui ont réussi à le faire pour la Paris Game Week. Ça change tout, vraiment ça change tout. Tu passes de 10 000 téléchargements à 1 million très très vite. Théoriquement, ils t'annoncent en tout cas que c'est pas payant et que c'est plus connaître la bonne personne et suivre, pour l'App Store en particulier, suivre leurs recommandations depuis qu'ils ont sorti l'iPhone 7 ou je sais plus combien, avec leur truc, leur vibreur incroyable là. Ils mettent en avant les applications qui jouent avec ce bidule parce qu'ils n'ont pas fait payer 700 balles à des gens pour qu'on n'utilise pas la feature. Donc si vous utilisez jusqu'au bout les features des nouveaux téléphones, en général, c'est plus facile pour vous de vous mettre en avant. Ça fait partie des petits tips. Honnêtement, j'en sais pas beaucoup plus parce qu'on l'a pas fait. Mais théoriquement, vous n'êtes pas censé payer. Après, tu as des trucs pour payer pour être mieux référencé dans les App Store. Parce que, par mots-clés, un peu comme sur les trucs de recherche. Ouais. Je pense que sa formation en elle-même t'aide, mais le fait que, je pense que c'est écrit nulle part. T'as pas un bandeau certifié. Ah ouais, j'en sais rien. Ok. Ok. Écoute, j'ignorais, donc je vais pas pouvoir répondre à tes questions, désolée. Je vais revenir de manière bassement matérielle à mon Excel, juste pour regarder, en fait, donc je vous ai dit que je vous ai bullshité sur les revenus, donc on va regarder un peu ce que ça donne nos revenus quand on a toutes les sources qui marchent. Donc voilà, j'ai pas de belle technique pour cacher, hein, je mets juste une couleur de police en blanc. Donc vos revenus, ils viennent là, donc vous voyez que ça a à peu près triplé. En prenant une commission de 30% des commandes. J'ai mis un panier moyen à 25 €. Peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins. J'ai mis un ordre de grandeur, à nous de l'affiner plus tard. Et donc sur la trésorerie, pareil. Désolé, c'est le moment un petit peu chiant où je dois faire des manips. Ça ne durera pas longtemps, promis. Coucou. Et donc là, en fait, je fais juste ça. Je vais poser le micro. Tiens, tu veux bien me tenir ça ? Désolée. Et voilà. Mieux. C'est moins pire en vrai. Vous êtes passé un peu au-dessus de moins 1,5 million. Vous avez quand même fait baisser de 50% vos dettes. C'est sympa, mais manifestement, c'est pas assez. Et du coup, maintenant, tout le but de ce jeu-là, maintenant qu'on a modélisé un truc qui a de la gueule, je passe très vite là-dessus. CR, c'est pour compte de résultat. C'est votre chiffre d'affaires moins vos charges. C'est un chiffre qu'on vous demande tout le temps. Ça vous donne une idée de si vous performez ou pas. Voilà, c'est une soustraction, c'est pas palpitant. Une fois de plus, ce qui compte, c'est votre trésorerie. Et maintenant, l'idée, c'est un peu de réfléchir aux stratégies qu'on pourrait avoir et de comment les modéliser pour redresser un petit peu notre courbe. Si quelqu'un a des idées de stratégie, ouais. Travailler plus sur la rétention, ouais. Absolument, ouais. En général, c'est ce que je veux que vous disiez à la fin, mais on se rend vite compte dans ce modèle qu'on paye 20 balles un mec qui reste 2 mois et qui nous donne éventuellement 2 fois 5 €.
Donc c'est beaucoup plus rentable de garder quelqu'un que d'essayer de l'avoir, mais genre vraiment beaucoup plus. Et en plus, en général, ça vous coûte pas d'argent tant que de jus de cervelle. Donc la rétention, ça peut être parce que c'est joli, votre site. Ça peut être parce que vous leur parlez de manière sympa. C'est con, mais ça change tout. Nous, on s'est rendu compte que les gens aimaient mieux notre appli depuis qu'on avait changé les messages d'erreur. Ça nous a pris 10 minutes sur le fichier. Anis qui bosse avec nous, on l'a fait ensemble. Et au lieu de dire attention, le serveur ne marche pas, on dit notre serveur est parti boire un verre. C'est une blague à chier. Mais finalement, les gens se disent il me parle comme un être humain, c'est agréable. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça que ça marche. Essayer de faire des trucs un peu fun. Avoir un rendu qui dit il sait un petit peu qui je suis, ça change tout. Ça passe aussi par un service après-vente sympa. Si vous faites de la vente en ligne, moi j'aime bien quand j'ai un mail un peu personnalisé qui me parle avec de l'humour. Je suis peut-être une grosse victime du marketing, mais ça change pas mal la donne quand vous avez des trucs vraiment bien personnalisés ou quelqu'un qui vous rappelle tout de suite quand vous vous plaignez de quelque chose. Moi, j'ai adoré Uber Eats parce qu'une fois, il y a un type qui arrivait avec 5 minutes de retard. J'ai fait ma connasse, je me suis plainte. J'ai eu 30 € de réduc. Bon, je suis restée chez eux plutôt que sur Deliveroo. Et ça, là, ils ont dépensé de l'argent sur la rétention, mais aussi le fait que j'ai vraiment eu le message de retour dans les 3 minutes alors qu'il était 23 h. Je me suis dit, cool, ces gens, ils pensent à moi. Et ça fait vraiment la différence. Ça, c'est typiquement les trucs de rétention qui coûtent pas forcément très très cher, mais qui font beaucoup la diff par rapport à vos concurrents. Parce que quoi qu'il arrive, vous avez des concurrents. Hein. C'est pas parce que vous êtes fait un truc un peu innovant et tout. Enfin, Mister Good Beer, on est la seule app qui vous dit où il y a de la bière pas chère. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas de concurrents. Nos concurrents, c'est tous les gens qui vous recommandent des bars. Donc c'est, je sais pas si vous utilisez les privatiseurs YouShoot et compagnie pour réserver vos bars, Time Out ou Le Bonbon pour choisir des endroits hyper branchouilles. Faut penser à vos concurrents au sens très large et au fait que quoi qu'il arrive, vous avez beau avoir un produit incroyable, si personne ne sait ce que c'est et s'il ne répond pas vraiment de manière pragmatique aux besoins du client, vous avez à peu près tout perdu et c'est dommage. Surtout quand vous avez un beau produit et normalement vous êtes dans une école où vous savez faire le produit. Le plus dur maintenant, c'est de le vendre. Donc, rétention. Alors la rétention, mon modèle, une fois de plus, il est très simple. Hein. Il y a plein de choses à affiner. Le but, c'était pas de vous pondre un Excel en 15 pages avec 1000 lignes. Mais là, du coup, ça pourrait se traduire concrètement par... je vais redescendre, pardon. Ça pourrait se traduire par un bouche à oreille qui augmente et un taux d'abandon qui diminue. Donc, on va regarder ce que ça donne. Soyons ambitieux, doublons notre taux de bouche à oreille. Je sais que c'est un truc, c'est même pas très français, mais allons-y. Et diminuons d'un quart notre taux d'abandon. À quoi est-ce qu'on ressemble? Wouhou! On est à moins 250 000. C'est pas mal, en vrai, par rapport... Ouais. Mais propose. On peut diminuer le prix du parrainage. Oui, c'est une option. Dans la mesure où tu en fais moins ou dans la mesure où tu fais... Enfin, comment est-ce que tu... C'est quoi le levier? Attends, tu veux pas choper le micro? Merci beaucoup. Ouais. Uber Eats, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent 10 € aux nouveaux clients et 5 € au premier. Ouais. Donc du coup, là, on réduit déjà de 5 € le coût du parrainage et Ouais. le nouveau, il est content parce qu'il a eu 10 €, donc il limite une commande offerte. Mm-mm. Donc ça peut être intéressant. Ouais, ça c'est une bonne strat. La plupart le font, ou alors au début tu gagnes 20 € et l'autre 20 €, et puis 2 mois plus tard c'est passé à 10 et 10. Enfin, ils font un truc agressif au début, et après au fur et à mesure, et c'est malin plutôt d'aller frotter dans le sens du poil le mec qui arrive, plutôt que le mec qui est à cause. Ouais. Il y a moins de gens parrainés. Alors, c'est vrai, ouais. Donc ça décroît aussi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, tu perds du coup de fait le nombre de parrainés, donc ça double tranchant, ouais. Mais il y a aussi, encore une fois, Uber Eats, qui eux ont des partenaires dans leur parrainage. Enfin, je me souviens qu'il y avait un code MAPI. Ouais. Et donc à ce moment-là, on a carrément plus du tout de coûts. Enfin, encore une fois, réduire sur les coûts. Ouais. Absolument, ouais. Tu peux faire des partenariats qui te coûtent rien ou quasiment rien. Ça fait partie des manières smart de ne pas dépenser de l'argent en faisant venir des gens. Je te réponds dans 2 secondes. Nous, ce qu'on a fait, par exemple, parce qu'on a toujours aussi peu de moyens, c'est on est allé contacter des box qui vous livrent de la bière chez vous.
Donc je suis allée voir une box qui s'appelle Ma Beer Box. Je leur ai dit hey, coucou, vous voulez faire un partenariat? Je pensais vraiment me faire jeter parce que je leur proposais de faire un post Facebook contre de la bière gratos. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Donc on a fait un jeu concours sur Facebook, tag le pote avec qui tu vas aller boire ta pinte et gagne une ou deux box livrées chez toi. Donc moi ça m'a vraiment coûté un demi-graphique et encore finalement il me l'a fait et un post Facebook. Les gens étaient contents, cool, Mr Good Beer m'aide à trouver de la bière pas chère. Ma Beer Box était ravie. C'est eux qui m'ont dit quand est-ce qu'on fait le prochain jeu concours. On l'avait fait sur la sortie Apple, allons-y sur la sortie Android. J'espère en faire un pour Noël. Allez-y, c'est de la bière gratos, c'est plutôt cool, c'est de l'artisanale française. Concrètement, en fait finalement le partenariat ça marche bien et les gens sont contents de le faire. Donc c'est effectivement un très bon moyen d'acquisition quasiment gratos. Ouais. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut utiliser aussi l'outil, tout ce qui est cashback? Alors c'est un autre modèle, donc le cashback, quand tu parles de cashback, c'est la personne achète quelque chose et tu lui rembourses une partie, un peu comme les coupons, genre Shopmium en gros. Oui, c'est ça. Bah, c'est une option, ça dépend de ton business après, de ce que tu fais. Je sais pas. Ça dépend si tu vends quelque chose directement, si tu es Panzani et que tu vends des pâtes et tu peux faire une opération comme ça c'est pas mal parce que tu vois l'opération, tu te dis chic, je vais faire des économies, mais au final, il n'y a pas 10% des gens qui vont demander un ticket de caisse séparé pour aller avoir leur réduction. Donc tu t'es pas trop mouillé et c'est une technique pas mal, mais une fois de plus, ça dépend du business que tu fais et j'imagine que c'est pas applicable partout. Ah, vous vendez des box. Bon, du coup, dites-moi si ça marche. Voilà, je suis pas une grande prêtresse du marketing non plus. Enfin, on est là pour essayer de réfléchir à des idées et essayer de se demander comment est-ce qu'on peut les modéliser derrière pour se donner une idée d'où on va. Financièrement, j'aime pas trop parler de thunes de manière personnelle. Ça a été un grand effort de faire ça au début. Mais voilà, c'est pas une question d'aimer l'argent, c'est une question de savoir où on va et d'avoir un business qui peut tenir la route et du coup créer de l'emploi plus tard. Faut le voir comme ça plutôt que réduction et expert comptable. Donc on peut réduire nos coûts de parrainage. Ils sont où? Je ne sais pas si vous les voyez. Tac. Coût parrainage. On passe à 15 parce qu'on a offert que 5 € au bonhomme. Tac. Alors, est-ce que ce sera sensible? Ouais, c'est un peu mieux. On a gagné 50 000 balles. C'est cool. En se disant qu'on a probablement perdu aussi des gens qui font le parrainage, donc faut corréler. Tout ce qu'on fait là, en fait, pour moi, l'intérêt de cet outil, c'est vraiment de faire la réflexion qu'on est en train de faire là sur quel facteur est-ce qu'il faut que je joue pour avoir un truc viable. Et est-ce qu'à la fin, si c'est pas possible, c'est pas possible et il faut se faire une raison aussi. Ouais. Micro. Ouais. Au niveau du coût de prospection, c'est 100 € par personne. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de le diminuer ou de changer ce coût-là? En fait, ce que j'ai appelé le coût de prospection, c'est pour les restos. Donc c'est le coût pour un resto. Alors ouais, 100 €, c'est peut-être un peu beaucoup. Alors c'est pas forcément ce qui nous tue parce que c'est 100 € fois 50 restos par mois. Ce que je me suis dit là-dedans, c'est que tu payais un bonhomme pour aller démarcher, même s'il peut compter déjà dans tes frais RH, tu as des photos à prendre, tu as du temps à prendre, tu as des contrats à faire. Mais effectivement, ça fait typiquement partie des choses que j'ai probablement surestimées, quoique quand je vais voir des bars... J'ai pas compris que c'est un resto, donc... Ouais, mais quoi qu'il arrive, c'est un facteur intéressant. Quand je vais voir des bars, que je vais les démarcher, ils sont déjà fait démarcher par plein d'autres boîtes comme moi, comme par exemple les trucs de réservation. Et parfois, ils ont déjà des super photos parce qu'ils ont fait venir un photographe pour faire leur com et c'est cool. Et la plupart du temps, ils en ont pas. Et en fait, ces boîtes-là leur proposent, pour être référencés en plus, de payer genre, je crois que c'est 100 ou 200 €. Je crois que ça coûte 200 € chez YouShoot pour avoir le photographe qui vient prendre des photos. Donc tout ça, c'est des petits frais à la con, mais qui se rajoutent et qui font partie de ton démarchage. Alors YouShoot, ils sont très malins parce qu'ils le font payer plutôt que le payer eux-mêmes. Je ne sais pas si ça marche comme ça aussi pour les restos. Mais tu vois, ce genre de choses, c'est aussi ce qui fait que tu vas être meilleur que ton concurrent parce que tu leur proposes tout un lot de services annexes qui leur permettent de mieux s'intégrer dans ta plateforme. Voilà, moi je m'adresse à des gens qui sont pas du tout technophiles. Donc déjà, le gérant de bar, il a 50 ans. Quand je lui parle d'une application, je le largue déjà la plupart du temps. Mais du coup, lui, ça lui fait peur. Donc tout mon travail, c'est de lui dire que c'est super simple, le prendre par la main pour modifier les infos de son bar, lui montrer que ça va.
Et ça prend du temps. Alors j'aime bien le faire parce que c'est super important d'être au contact de son client, mais il faut savoir que ça vous fait transformer un rendez-vous. Vous étiez censé être là pour 10 minutes, signer un contrat, en 1h30 de tuto applicatif, parce que du coup il n'a pas réussi à télécharger votre application parce qu'il ne se souvient plus de son mot de passe sur l'App Store. Et il va falloir l'aider pour faire ça, appeler son fils, parce que c'est son fils qui lui a... Voilà, ouais, c'est du vécu. Et toutes ces petites choses, c'est du temps. Quand vous devez évaluer le nombre de clients que vous avez d'un mois sur l'autre, il y a le marketing en ligne, etc. Si vous parlez à des business, il faut vraiment faire un tableau avec tout le temps que vous avez mis. Donc moi, par exemple, sur l'Excel de Mr Good Beer, j'ai une feuille qui est mon temps de démarchage. Donc, alors mon temps de démarchage, c'est un truc à la con, hein. C'est 1 heure sur Facebook qui me permettent de trouver 6 bars sympas. Je fais un message Facebook. J'ai 50% de vues sans jamais de réponse. C'est pas très poli, mais c'est comme ça. Je relance, ça marche jamais. Donc j'ai perdu 50%. Après, les autres, j'ai une réponse éventuellement. Donc j'ai 50% de non merci, on n'est pas intéressé, allez vous faire voir. Et les autres qui acceptent de prendre un rendez-vous. Donc il faut se dire que voilà, j'ai pris 1 heure pour 6 bars et à la fin j'en ai peut-être un que je vais effectivement aller voir. Je me pointe dans le bar. Alors il y a un risque que moi-même je me sois plantée, qu'il soit pas du tout dans ma cible et que du coup je lui fasse des ronds de jambes et je m'en aille sans lui proposer quoi que ce soit. Ça c'est très gênant, faut pas le faire. Et l'autre risque, c'est qu'il vous écoute pendant la demi-heure pendant laquelle vous avez fait votre pitch dans le détail, et qu'à la fin ils vous disent au fait on n'a pas de budget. Et les autres vous disent oui peut-être, deuxième rendez-vous, parce qu'en fait le gérant de bar c'est pas lui qui tient le chèque, c'est son patron à lui, donc il faut que vous refassiez les mêmes ronds de jambes au même bonhomme par la suite. Enfin bon, à chaque fois c'est du temps. Et finalement, je mets un mois à démarcher un bar pour un truc qui va lui coûter 50 balles. C'est ridicule, mais c'est comme ça et c'est ça qu'il faut bien modéliser. Et moi, mon conseil, c'est qu'une fois que vous avez fait toutes vos jolies modélisations, surtout, vous gardez le fichier ouvert et toutes les 3 semaines ou tous les mois, vous le reprenez et vous vous dites, OK, donc toutes mes constantes, le temps passé avec le barman, tout ce que vous voyez ici, je regarde, je confronte ça à la réalité. Est-ce que c'était plus, est-ce que c'était moins, pourquoi, et j'essaye de réadapter. Ça vous permet de vous poser les bonnes questions. J'ai pas été aussi performant sur cet aspect. Est-ce que c'est parce que j'étais juste super naïf et c'était impossible, ou est-ce que j'ai pas forcément été aussi bon et c'est là-dessus qu'il faut que je bosse. C'est pas un outil pour faire joli auprès du leveur de fonds, même si c'est un passage nécessaire, ou pour les concours. C'est surtout un outil pour vous, pour piloter là où vous allez et regarder si vous pensez que vous avez un business qui peut tenir la route. Et c'est aussi un super truc d'alarme. Moi, quand je me suis rendu compte que je mettais 6 heures pour gagner 50 € pour un bar, je me suis dit merde, mon business model il tient pas la route. Je vous rassure, j'ai d'autres idées depuis. Mais c'est vraiment un truc pour vous poser les bonnes questions, plus que pour le plaisir absolu d'avoir une courbe de trésorerie, Inch'Allah, positive à la fin. Il est 35, il me semble qu'on était censé finir dans une dizaine de minutes ou un peu plus. Du coup, je vais vous laisser le temps aux questions parce que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Ouais, et je veux bien que vous fassiez tourner le micro. Peut-être celui-là aussi. C'était là-bas. Bonjour. Bonjour. Votre revenu modèle, il s'intègre dans un business model un peu plus général? Ouais, enfin, c'est-à-dire. Attends. C'est-à-dire pour lancer votre activité, le business model, je sais pas, par exemple des enquêtes de terrain pour voir exactement vos cibles, les prospects, etc. Ouais, c'est un travail qu'il faut faire aussi. En général, tu vas d'abord tâter le terrain et après faire ça. Parce que tout ce que tu as fait auprès du terrain, ça te donne les chiffres et les outils nécessaires pour construire ça. L'idée, évidemment, ouais, quand tu construis ta boîte, tu vas avoir un début d'idée, tu vas parler à 1000 personnes qui sont dans ce milieu-là, qui vont te dire ce qui va pas, quel est le vrai problème qu'ils aimeraient bien que tu résolves. Tu vas comprendre comment ça marche dans ce milieu-là. Typiquement, moi au début, j'avais pas compris qu'au-dessus du gérant de bar, il y avait un bonhomme qui tenait le chèque et que du coup, ça voulait dire qu'il fallait que je change ma manière de prospecter. Et ça, c'est un peu l'aboutissement de toute l'étude que tu as fait avant. Mais bon, ça se fait en parallèle, c'est-à-dire que tu vas à chaque fois rencontrer d'autres gens, affiner ton modèle, revenir. C'est vraiment un truc itératif. Ouais. Si quelqu'un peut lui filer le micro, il est par là. Du coup, de payer, de passer 6 heures pour un bar, ça a simplement changé la façon de parler, de prendre un rendez-vous pour un bar, ou ça a changé le business model en entier?
En l'occurrence, ça a complètement changé le business model. On est encore en train de se poser des questions, mais on s'en doutait depuis le début et c'est confirmé. Les bars, c'est un super mauvais client. Faites pas un business où vous allez vendre des choses à un bar. Nous, on en chie. Il y a déjà des gens qui le font très bien et qui prennent tout leur budget ou quasiment. Il y a 1000 raisons qui font que c'est pas une bonne chose. Je vous le dis parce que ça vous donne des idées de pourquoi il faut aussi bien choisir son client. Le barman, donc il n'est pas technophile, il est radin, c'est un commerçant, il veut voir vraiment ce que vous lui rapportez chiffre par chiffre. Quand vous lui donnez, moi par exemple, je lui disais félicitations, tu as été sponsorisé sur mon appli et tu as eu genre 3 fois plus de clics que tu avais avant. Et je lui montre mon truc sur Google Analytics parce que y a un moment, il me demande prouve-le, je lui montre Google Analytics, j'ai pas mieux. J'ai pas de personnes qui viennent et qui signent un papier comme quoi ils ont bien cliqué. Et lui, il me disait, mais attendez, vous pouvez m'avoir menti. Et là, je pouvais rien faire parce que s'il me fait pas confiance, je suis juste foutue, je peux pas tout inventer. Et c'est aussi un truc pas scalable, quoi. Si à chaque fois, en allant démarcher chacun un par un, c'est pas fantastique. Et du coup, on a d'autres idées, pas avec les bars. Et à long terme, on va essayer de bosser aussi avec les producteurs de bière. On s'en est rendu compte aussi parce qu'on a fait cet effort-là de se rendre compte. Au début, en fait, le truc, c'est que sinon, tu as la tête dans le guidon et tu dis ouais, mais là, j'ai passé un peu de temps, mais c'est pas grave parce que cette fois, ça va décoller et à la fin, tu fais les maths et ça va pas, quoi. Ouais. J'ai pas compris. Votre client, c'est les bars, mais vous rendez un service aux consommateurs, en fait. Ouais. Et donc, c'est aussi là où il n'y a pas. Grande question. Ça se fait beaucoup sur les sites et les apps que ton utilisateur ne soit pas ton client parce que ta force, c'est ta communauté. Ouais. Moi, en l'occurrence, mon client, il vient pour avoir la pinte de bière la moins chère. Donc, par définition, c'est un radin. Il est là pour économiser 50 centimes sur une pinte. Je pars du principe qu'en l'occurrence, ce ne sera pas forcément lui qui va me faire gagner des thunes. Oui, mais justement, c'est une communauté, les radins. Et donc, faire du crowdsourcing, au lieu de démarcher les bars, est-ce qu'il ne faut pas mieux laisser la communauté crowdsourcer, donc donner les bons plans à la communauté? C'est le cas, ouais. Sûrement, j'ai pas vu. Et donc, après, ça et vendre plutôt l'affichage sur le site au bar. Enfin, peut-être que c'est comme ça que ça fonctionne. En pratique, en fait, sur l'appli, n'importe qui peut rajouter et modifier les infos d'un bar. Donc, c'est vraiment la communauté qui le met en place. Concrètement, on a lancé les 200 premiers bars et maintenant, il y en a 1800. Et je modère une fois de temps en temps, mais c'est tout. Après, en fait, on a de l'intérêt auprès du consommateur que si il a tous les bars autour de lui. Et du coup, si je commence à afficher que les bars qui m'ont payé, je perds tout l'intérêt que j'ai auprès d'eux. Alors que je peux me dire que j'ai une base de... Alors j'espère que je ne vous choque pas en étant assez shark là-dessus, mais j'ai une base de données client qui est hyper qualifiée. Et c'est une mine d'or pour un brasseur, en fait. Parce qu'au lieu de faire de la pub dans le métro à des gens pas réveillés qui vont au boulot et qui boivent probablement pas de bière, ça se trouve la moitié c'est des enfants qui vont à l'école. À terme, moi j'ai envie de leur proposer d'aller faire des recommandations à des gens qui sont sur une app pour aller chercher un verre et qui sont sur l'application au moment où ils sont sur le point de consommer. Donc au début, on voulait faire que du business avec les bars et à chaque fois que j'allais faire des concours de start-up, on me disait putain t'es bien mignonne mais il faut que tu aies les dents longues, sois une grosse shark, vends tes data, fais quelque chose de ta vie parce que là tu n'y arriveras pas. Vraiment, je me suis pris de belles baffes et finalement c'est vers là qu'on se dirige et après à toi de... Bon, on s'en fout toutes les meilleures. Après, c'est à toi de regarder qu'est-ce qui est dans la limite de ton éthique ou pas. Mais finalement, sur ce genre de truc qui est un service aux consommateurs, tu as plus intérêt à ce qu'il y en ait le plus possible et que tu leur rendes un service gratuit que faire un système, que ce soit parce que tu restreins l'accès aux bars ou parce que tu restreins l'accès aux consommateurs si tu les faisais payer eux-mêmes. Finalement, t'as un peu perdu la raison pour laquelle les gens venaient chez toi à la base. Mais c'est un choix. Hein. Oui, parce que dans les réservations hôtelières, c'est ce qu'ils font en fait, je crois, dans les services en ligne. Oui. C'est que les hôtels, eux, ils sont plus ou moins visibles sur les plateformes. Absolument. Ils payent plus ou moins cher. Absolument, c'est un autre business. Ouais. Micro. Désolée, mais je vais me faire engueuler derrière sinon. Pas de souci. Donc là, en fait, dans le revenu modèle Foodora, il faut rajouter la case vente des data. Alors oui, c'est vrai qu'à la fin, on n'a jamais fait redresser cette fameuse courbe. Je vous rassure, il y a... Si toutes les applis le font, du coup, il faut penser à le mettre dans le modèle, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Une fois de plus, j'ai fait un truc très simple et maintenant, vos devoirs seront... Alors, on va vous filer l'Excel.
Et à vous de regarder comment le changer pour rajouter les datas si vous pensez que c'est la bonne façon de faire, bouger. Il y a plein de choses qu'on n'a pas faites. Par exemple, le nombre de clients. On peut se rendre compte que si on en a beaucoup à l'entrée, parce qu'on était pété de thunes au début, on a fait une super levée ou on a fait une super campagne de com ou je sais pas quoi, ça change tout pour vous. C'est-à-dire que, alors je suis très ambitieuse, on va passer à 100 000. J'ai mis 100 000 ou 1 million 100 000, ok. En fait, bon, évidemment, ça va aller mieux, mais ça croît surtout. C'est pas que ça décroît lentement, c'est que ça croît jusqu'à atteindre un petit plateau. Mais il y a des business comme celui-là qui ne marchent que quand ils ont une certaine échelle. Et c'est pour ça qu'à la fin, il n'en restera qu'un ou deux sur ce marché-là, c'est qu'il faut qu'ils aient absolument tous les clients. Donc concrètement, ouais, il y a ça à rajouter dans le modèle. Après, tout le monde ne fait pas forcément de la data, hein. Je te parle d'un modèle qui est le mien et ça change, mais voilà, concrètement, faut voir les paramètres qui font que ton truc marche ou pas. D'autres questions? Oui. Et par rapport à votre entreprise, Mr Good Beer. Micro. Par rapport à votre entreprise. Tu peux me tutoyer. Oui. Par rapport à ton entreprise, Mr Good Beer, est-ce que ça serait envisageable pour vous de faire, par exemple, vous allez juste proposer aux bars de les afficher gratuitement et ils vous payent que s'ils reçoivent des clients par rapport à votre application et vous mettez en place un panel où ils peuvent se dire bon bah on va prévoir le client, quoi. On sait qu'il y a quelqu'un qui va venir dans 5 minutes. Imaginons, il y a un groupe de personnes, ils sont 5, ils vont venir dans 5 minutes. Ils le savent, ils ont un panel pour savoir. Voilà. C'est une bonne question, ouais. C'est un truc sur lequel on bosse aussi, en fait, sous la forme d'un bar sponsorisé. Et en fait, la question du coup qui se pose dans notre cas, c'est comment je sais que le mec est venu de ma part. Parce qu'il a cliqué sur le bar, sur l'appli, mais pour l'instant, il ne vient pas avec un drapeau Mr Good Beer. Et du coup, là, en ce moment, on est en train de réfléchir à des moyens de donner envie au bonhomme de venir, que ce soit par de la réduc, oui, plein de choses. Ce serait peut-être avantageux d'offrir un pourcentage si vous venez de Mr Good Beer. Et du coup, ça marche que si le client vient, quoi. Ouais, mais en fait, le gérant de bar, il aime pas trop ça. Parce qu'il y a d'autres boîtes qui le font déjà. Enfin bref, c'est très spécifique à notre marché, mais concrètement, en fait, on s'est posé la question, la réduc ou le pourcentage, ils en veulent pas. Donc il faut trouver des moyens détournés de ne pas faire dépenser plus d'argent au barman, de faire quand même donner envie au consommateur de venir de notre part parce qu'il a quelque chose à y gagner. C'est en cours, téléchargez l'application et normalement d'ici 3 mois, vous verrez ce qu'on a fait. Ouais. C'est un petit peu, j'avais une question un peu similaire à la sienne. C'est au niveau d'événements que vous pourriez organiser avec les bars, qui aura une réduction s'ils viennent de la part de Mr Good Beer. Donc il y aura soit une application, soit quelque chose qui devrait valider. Et s'ils l'ont fait et qu'ils viennent dans ce bar-là, ils auraient la réduction. Et ce qui ferait que ça fera un petit peu de dynamisme. Ouais. Alors, c'est assez connexe et c'est pareil. En fait, ils veulent pas. Ils considèrent qu'ils touchent déjà assez à leur marge. Et que si je voulais être privatiseur ou YouShoot, je pouvais me faire embaucher chez eux, ça sert à rien de le réinventer. Et donc eux, en fait, ça les intéresse maintenant que si tu es sûr que le client va rester longtemps. Étant moi-même l'appli de la pinte la moins chère, j'ai plus de chances de leur amener un client qui va venir pour la pinte en réduction et se barrer après. Donc il faut réfléchir à des mécaniques qui font qu'on est sûr que le mec reste longtemps. Alors ça va être la planche plutôt que la pinte, ça va être... sur Privatiseur, tu as plein de réductions qui sont le saladier de punch de 5 litres, parce que là, a priori, le mec il va pas rester 5 minutes. Donc voilà, tu as plein de mécanismes à faire. Nous, on organise des événements avec les bars toutes les 2-3 semaines aussi dans cette optique-là. Ouais. Ressemble un peu. Est-ce que vous faites la promotion de certains bars? Absolument. Toutes les 2-3 semaines, Mr Good Beer organise un pot dans un bar que j'ai moi-même sélectionné, qui sert de la bière spéciale ou artisanale à des prix réduits. Je t'invite à venir, c'est jeudi de la semaine prochaine aux Chaises. Concrètement, on fait des trucs comme ça toutes les 2-3 semaines dans des bars qui ont été sélectionnés. C'est un truc qu'on fait payer aussi. On fait une prestat de com auprès des bars, mais pour nous, c'est aussi intéressant parce qu'en fait, c'est là où on rencontre en face-to-face notre communauté et c'est quand même plutôt sympa.
Et enfin, en fait, on s'apprête à parler aussi de la bonne bière et ça nous permet d'éduquer les gens. En fait, c'est peut-être très naïf de notre part, mais on se rend compte que les gens qui sont la communauté Mr Good Beer, ils ont téléchargé l'appli quand elle a été lancée il y a 3 ans. Donc ils adoraient l'accro à 2,50 €. Maintenant, ils fatiguent un peu et ils aimeraient bien, ils sont prêts à payer 1 ou 2 € de plus pour trouver une bonne bière. Et donc, on est en train d'accompagner ça. Et en fait, quand tu veux te baser sur un marché où tu vas commencer à parler des marques, des bonnes bières, etc., il faut être sûr que les gens suivent. Et du coup, on fait aussi en sorte que les gens commencent à apprécier ce genre de produit. Ça va dans les deux sens. Ouais. Est-ce que les gens ils peuvent créer un profil sur votre appli? Pour l'instant, non, mais on y pense. En fait, l'appli a été refaite à zéro récemment. Mon associé, il avait appris à développer, il a fait un truc qui marchotait mais qui se cassait un peu la gueule et du coup on l'a reprise l'année dernière en React Native. Donc maintenant c'est très joli et très sexy et on est en train de tout de lancer tout ce qu'il y a à faire derrière. Donc next step, quelle bière est dans quel bar et après effectivement il va falloir faire un compte et des choses comme ça. Il y avait une question derrière qui attendait depuis tout à l'heure. Je sais pas si j'ai une limite en temps ou pas. Bonjour. Encore une ou deux questions. Ok. Je vais être un peu plus terre à terre, je vais revenir sur le business model. Vas-y. Et ça reste un business, c'est un modèle linéaire. Et pour quelqu'un qui a fait Central, je sais pas pourquoi on n'a pas parlé justement d'essayer de faire une analyse des 80-20 ou de sortir, se débrouiller pour fabriquer une heuristique qui me permette d'avoir ma courbe de trésorerie toujours avec un taux de croissance nul ou supérieur à 0, quoi. Parce que ça, c'est plutôt de la théorie. Alors peut-être que j'aurais dû le faire avec des plus belles théories, mais je viens de Centrale et pas d'une école de commerce non plus. Non, mais et ça me, en fait, l'idée c'est d'avoir une approche vraiment bottom-up et de construire comment est-ce que j'arrive à générer mes revenus et comment est-ce que je crée mes coûts et de le faire vraiment étape par étape en faisant monter le truc plutôt que me dire ok comment est-ce que je respecte la règle du 80-20, etc. Après, en fait, voilà, une fois que tu as fait ça, il y a tout qui est à construire. Il faut que tu fasses tes stats de lifetime value de tes utilisateurs. C'est une bonne métrique pour mesurer si tu sais où tu vas ou pas. Le lifetime value, c'est ce que te rapporte ton client dans toute sa vie de client. Donc, si le mec reste 10 mois chez toi et qu'il t'a rapporté 10 € par mois, voilà, il t'a rapporté 100 €. Et du coup, c'est un chiffre que tu gardes précieusement et que tu mets en corrélation avec le prix qui t'a coûté au début. Et il faut être sûr qu'évidemment, c'est toujours au-dessus, sinon tu es dans la merde. Derrière, il y a encore plein de choses à faire pour améliorer ce modèle. Moi, j'ai fait le choix de faire un truc très simple parce que, quoi qu'il arrive, il est quand même pas juste à la fin. J'ai pas voulu faire un truc plus compliqué pour mon propre modèle. La seule différence, c'est que j'ai quand même rajouté la TVA parce que je commence à la payer. Voilà, à toi de l'affiner si tu le souhaites. Ma recommandation, c'est de garder un truc simple parce que tu finis vite par brasser de l'air si tu te perds là-dedans et que tu prends beaucoup de temps. Ceci étant dit, peut-être que ça peut aussi t'aider à trouver des paramètres plus fins qui permettent d'améliorer ton business. Mais c'est au-delà de la finesse du modèle, c'est de se trouver ou de se fournir les outils qui permettent justement, plutôt que de faire de la méthode des essais et des erreurs sur tel ou tel paramètre, de savoir lesquels en fait sont pertinents et à combien en fait je dois les mettre en ayant un chiffre qui soit précis. Ouais, du coup, c'est à ça que ça sert. Tu vois, une fois que tu as fait ça, tu regardes, tu joues sur un peu. Chez moi, c'est cette page-là, mais chez toi, ça peut être autre chose. Tu joues un peu sur tous les petits trucs que tu as mis. Tu peux rajouter des paramètres si tu trouves pas ça assez bon. Et que ce soit avec la pratique ou juste en modélisant, regarder tout de suite ce sur quoi tu dois jouer. Si je me rends compte que ça sert à rien, que je dépense plus ou moins en marketing et que je dois tout faire pour avoir la plus belle rétention possible, c'est un choix stratégique. Ça veut dire qu'il faut que j'améliore la qualité en elle-même de mon app, mon service après-vente et que je laisse tomber le marketing. C'est à toi de voir ce que tu en fais, honnêtement. Je sais pas si j'ai bien répondu. Quelqu'un d'autre? Ou c'était la dernière? Je crois que c'est bon. Ok, du coup, en 2 mots, merci beaucoup, de votre Alice. attention. Et merci, c'est gentil. Pour info, on va pas tarder à ouvrir un stage chez nous. Donc, si la techno React Native vous intéresse de près ou de loin, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail qui traîne ici. Et pour dernière information, si vous voulez en parler, Annelise ici est stagiaire chez nous en ce moment. Elle pourra vous dire tout le bien qu'elle pense de notre boîte.
Et là, ce qu'on a fait, ça fait partie des missions qui sont rémunérées chez Crème de la Crème, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire 400 balles avec ce qu'on vient d'apprendre ensemble. Donc n'hésitez pas, elles existent, ces missions. Voilà, merci beaucoup.